suis franco-polonaise et ma présentation comportera des allusions polonaises qui changera peut-être un tout petit peu la tonalité de cette table ronde. Pourquoi ai-je envie de parler du sentiment européen des Ukrainiens? Mon travail de recherche depuis des années, depuis ma vie française qui est longue, 30 ans maintenant, concerne la circulation des idées Est-Ouest et les perceptions et les représentations réciproques et les malentendus que j'ai pu observer en vivant entre les deux parties de l'Europe. En observant ce qui se passe en Ukraine, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai vécues moi-même. Et je voudrais partager avec vous certaines ressemblances et différences perceptibles à mes yeux dans cette revendication d'européanité qui pour moi est évidente et que j'ai du mal à faire partager avec mon entourage français. À la suite de la Révolution orange a été publié en polonais un ouvrage qui a regroupé beaucoup d'intellectuels ukrainiens que l'éditeur polonais a intitulé « Le rêve d'Europe ». Ce volume réunissait des textes de plusieurs penseurs et intellectuels ukrainiens qui ont voulu réfléchir sur exactement ce thème « Pourquoi rêvons-nous d'Europe ?» Il se trouve que cette année, je vais publier un volume avec mes collègues français. Chantal Delsol fait partie des contributeurs, Czesław Poremski ici présent également, que j'ai intitulé exactement de la même façon, « Rêve d'Europe ». Ça m'a fait réfléchir, puisque ici aussi, en Occident, nous rêvons d'Europe, puisque celle qui existe ne nous satisfait pas. Seulement, nous mettons derrière ce rêve peut-être d'autres contenus. Que disent ces intellectuels et quelle est l'actualité de ce rêve tel qu'ils évoquaient au moment de la Révolution orange? Et quel lien pouvons-nous faire entre nos discussions actuelles? Ces intellectuels sont Yuri Andrukhovych, Alexander Kretsenko, Yuri Izdrik, Jurko Prochasko, Nicolas Rabchuk ou Oksana Zabusko. L'auteur du roman à deux mains, que vous connaissez peut-être, Yuri Andrukhovych, qu'il a écrit avec Andrzej Stasiuk, l'écrivain polonais, qui s'appelle Mon Europe et qui est traduit en français, propose de remplacer la géopolitique banale qui dit beaucoup de choses fausses sur l'Ukraine, par une géopoétique créative. En tant que littéraire, j'aime beaucoup son idée, parce que je trouve que dans la géopoétique créative, il y a un recours à la culture profonde et à l'imaginaire collectif qui peut dire beaucoup de choses vraies qu'on oublie souvent d'évoquer quand on parle des choses graves comme une guerre. Le ton de ce texte, qui a été notamment dit au Parlement européen de Strasbourg, est très proche de ce qu'a écrit Kundera en 1983 dans un plaidoyer pour l'existence de l'Europe centrale, lorsqu'on appelait cette partie de l'Europe pays de l'Est, avec pas mal de condescendance. Kundera disait à l'époque « L'Europe sans l'Europe centrale n'est pas l'Europe ». Et Andrukhovych dit précisément la même chose, l'Europe sans l'Ukraine n'est pas l'Europe, n'est pas pleinement l'Europe. Peut-être que cela relève de la poétique créative plutôt que de la géopolitique dure, mais ces idées sont très très proches et paraissent aussi invraisemblables à mon sens que celle de Kundera en 1983 en français lorsqu'il publiait Un Occident kidnappé. Et pourtant, aujourd'hui, je fais partie d'un groupement de recherche très officiel du CNRS qui s'appelle Connaissance de l'Europe médiane, et l'Europe médiane existe. Donc Kundera a gagné. Deuxième idée très importante de Andrukhovych, c'est l'insistance sur la place de la culture. C'était la thèse très développée par Kundera, qui est assez proche
d'un autre texte d'un centre européen, Zagaïevski cette fois-ci, dont vous connaissez peut-être un texte publié en français qui s'appelle « Éloge de la ferveur ». Zagaïevski, dans un texte qui s'appelle « La Russie soviétique », dit la chose suivante. La Russie soviétique a forgé dans notre partie de l'Europe des choses très différentes. Elle a contribué à l'existence des traîtres, des délateurs, des menteurs, des censeurs, des paresseux qui ne veulent pas travailler. Mais aussi, sans le vouloir, chez les gens plus forts, plus nobles, elle a permis la création des choses formidables, en éveillant la soif de la vérité, de la liberté, de la dignité, la soif des livres, des tableaux, de l'Europe. Et c'est ainsi qu'existe l'Europe en Europe médiane, dans l'imaginaire, dans l'espoir, dans l'illusion, dans la faim. Cette nostalgie culturelle, si forte dans notre partie de l'Europe, est peut-être un des effets pervers de la soviétisation. Assistons-nous aujourd'hui toujours à cette belle tension spirituelle qui a accompagné l'opposition au régime totalitaire. On peut en douter en Europe médiane, qui est en Europe, mais peut-être pas en Ukraine, qui réaffirme sa soif d'Europe sans que ce soit toujours suffisamment vu et compris dans la partie occidentale de l'Europe. Les intellectuels ukrainiens ont beau réaffirmer, comme le fait Androukhovitch au Parlement européen, qu'il ne s'agit pas là d'une confrontation des Ukrainiens qui parlent ukrainien contre ceux qui parlent russe, que ce n'est pas un conflit des Occidentaux en Ukraine contre les pro-russes à l'est de l'Ukraine, que ce n'est pas un conflit des clans ou des groupes financiers. Il y voit un drame d'une société, tout au moins d'une large partie, d'une frange importante de cette société, qui veut la démocratie, le bien-être et un état de droit, c'est-à-dire ce que le philosophe polonais Marcin Prul a appelé dans son temps une norme européenne de la bienséance. Cette affirmation, si on la laissait comme ça, on pourrait la croire militante, partielle, polonaise et ukrainophile, et donc pas très convaincante pour les Français. Mais j'étais très heureuse de trouver les mêmes thèses dans une étude menée par une collègue française, Emmanuelle Armandon, de l'INALCO, elle-même spécialiste des enquêtes sociologiques du terrain, qui a mené cette enquête pour le Congrès mondial de l'Association des sciences politiques à Montréal, au Généraux Congrès. Son papier s'appelle « Perception et représentation du monde en Ukraine depuis 2004, le rapport à l'Europe au sein de la société ukrainienne ». Là, nous ne sommes pas en géopoétique, mais dans une enquête pure et dure de sociologie politique. L'auteur montre notamment que si, après la révolution orange, l'intégration de l'Ukraine aux structures européennes n'a pas connu les avancées attendues, cela n'a pas empêché la population de conserver une opinion globalement favorable vis-à-vis de l'Union européenne. Outre les résultats d'enquête d'opinion, d'autres éléments, davantage liés à la vie quotidienne, permettent de montrer l'image positive dont bénéficie l'Union européenne et l'Europe en général. Elle montre notamment l'apparition du préfixe favorable « euro » qui est apparu dans le langage quotidien des Ukrainiens. Elle montre également que la connaissance réelle de l'Europe par la société ukrainienne est très limitée. Les résultats de l'enquête montrent que la population voyage peu, peut découvrir personnellement peu l'Europe, et que du coup, je reviens à ce qui a été dit au début, l'importance de la télévision et des médias est primordiale, et on peut comprendre combien il est facile de manipuler cette information. 7% seulement d'informations à la télévision sont consacrées aux nouvelles concernant l'Europe. Du côté occidental, on voit une certaine lassitude à l'égard de l'État ukrainien et de ses dirigeants, ce qui a dégradé l'image de l'Ukraine. Mais ce que montre cette étude, c'est le caractère dynamique des changements d'opinion des Ukrainiens à l'égard de l'Europe et de ses institutions. Et je trouvais que ça, c'était le point le plus intéressant, que la population ukrainienne porte sur le monde extérieur une image très différente de ce qu'on a l'habitude de dire en Occident,
et notamment les jeunes qui n'ont pas vécu la période soviétique, portent un regard très différent des anciens. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes de toutes les régions d'Ukraine, dans cette enquête, commencent à se ressembler. Donc, rêve d'Europe en tant que norme européenne de bienséance, tel peut être le bilan tiré des lectures de géopoétique d'un côté et des enquêtes sociologiques d'autre part, le fait qu'il y ait des ressemblances est en soi assez intéressant. Merci.